Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le Mercatalk, le rendez-vous de l'été où l'on discute du mercato de l'Olympique de Marseille. Je suis aujourd'hui en compagnie de Clément Chailloux. Salut Romain. Le correspondant, le Parisien aujourd'hui en France, à Marseille. On a décrypté toute la saison. Tu nous rappelais que dès le début, dès les premiers talks l'an dernier, tu avais dit que ça pouvait être la saison de Florian Thauvin. Tu avais vu juste, bravo. Il y en a d'autres autour du plateau. Rappelle-moi de qui tu avais parlé. Qui n'avait pas eu cette réussite. On embrasse Zinedine Machache, qui n'a malheureusement pas fait la saison qui était programmée. Voilà, on va le dire comme ça. À tes côtés, en face de toi même, Arnaud Chabert, le préparateur physique de Consola. Salut Arnaud. Bonjour Romain. Qui démarre plutôt bien sa préparation physique. Tu nous avais fait un petit point sur le Phocéen, sur les prépas physiques, les dangers et les enjeux de ces matchs de préparation. Pour Consola, ça se passe bien. Vous avez gagné Lyon-la-Duchère, 3-2, avec 2 buts de David Gigliotti. C'est quand même pas mal, hein, un joueur de 47 ans qu'on arrive comme ça à remettre sur pied. C'est top, c'est une belle performance quand on est préparateur physique. Non, c'est intéressant de travailler avec ce genre de joueur au quotidien. C'est un défi de tout instant. Donc, non, c'est positif. C'est positif. Un défi de tout instant, David. Elle est pour toi, celle-là. Messieurs, on est là pour parler du mercato de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a un poste où ça fait rêver, un poste qui regroupe toutes les attentes et les vôtres, bien évidemment. C'est celui d'avant-centre. On va parler, bien sûr, messieurs, d'Olivier Giroud. Alors, ça s'est passé il y a quelques heures. Alexandre Lacazette a marqué son premier but avec Arsenal. C'est pour le premier match de préparation. Et alors je vous invite à voir, on a mis la vidéo du but sur le compte Twitter du Phocéen grâce au bienveillant Rémi Chabert, et vous pouvez voir la gueule d'Olivier Giroud quand il voit Lacazette marquer. On a presque l'impression, on a envie d'y croire et de s'enflammer un peu, mais est-ce que c'est juste de l'enflammade, Clément? Est-ce que Giroud pour l'OM, ça reste quand même impossible? Ouais, c'est pas parce qu'il est mécontent de l'arrivée de Lacazette qu'il va filer à l'OM pour autant. Après le dossier Giroud, c'est vrai que cet hiver, on avait déjà un petit peu parlé au mois de décembre, et lui n'était absolument pas intéressé non seulement par un départ d'Arsenal, mais en plus par un départ de l'Angleterre. Il voulait rester en première ligue quoi qu'il arrive. Il avait prolongé en janvier, si je dis pas de bêtises. Et il semblerait que ces derniers jours, sa position a peut-être un peu évolué, peut-être disposé à aller voir ailleurs. Si jamais Alexis Sanchez venait à rester à Arsenal, en plus de Lacazette, ça ferait vraiment beaucoup pour lui. Après, s'il s'en va d'Arsenal, c'est pas dit qu'il quitte la Première Ligue, qui est un championnat qu'il aime et qui lui va plutôt bien. Oui, on parle notamment d'Everton, où il y a son ami Morgan Schneiderlin. Est-ce que pour toi, on parle d'une somme, Arnaud, de 40 millions d'euros pour Giroud, alors que les autres attaquants cités, Jovetic, Baka et d'autres, ce sont une fourchette autour de 20-25. Est-ce que pour toi, Giroud justifie un investissement quasi double? On sait très bien que, comme le décrivait la situation Clément, la demi-seconde où il envisagera un départ, il faudra se présenter, être très persuasif, donc arriver avec ces tarifs-là. Après, je trouve que au niveau des tarifs un petit peu des joueurs, c'est assez aléatoire, il me semble. C'est un profil assez atypique, donc du coup, c'est un profil qui n'y a pas beaucoup sur le marché. Justifié ou injustifié, je sais pas, mais par contre, pour moi, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui s'est énormément peaufiné un petit peu en Angleterre sur sa lancée montpelliéraine. Et du coup, je pense qu'un retour en France pour lui sera difficilement envisageable. Oui, on parle aussi par exemple du Borussia Dortmund intéressé. On imagine bien que derrière Arsenal, il fera comme tous, comme les Drogba et autres. On parlera d'un retour pour lui en France quand il aura 35 ou 36 ans. Autre dossier, messieurs, Moussa Dembélé. Là aussi, tu parlais, Arnaud, d'un profil atypique. Lui, c'est un profil atypique en raison de son parcours. Jeune élément du PSG, parti à Fulham, puis au Celtic Glasgow, où il a empilé les buts. On parle de lui dans les grands clubs européens, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu de temps que ça dure, et sans vraiment l'avoir vu à l'œuvre. J'ai envie de faire un parallèle, ça me fait penser un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, de Neymar quand il était à Santos. On en parlait énormément, mais on ne savait pas ce que ça valait dans un grand championnat européen.
Est-ce que Moussa Dembélé, ça peut être le même pari réussi que Neymar, Clément? Ça peut être chouette. Moi, c'est un joueur qui me plaît bien. Pour le coup, je l'ai vu jouer en Ligue des Champions. Voilà, je l'ai pas vu jouer au quotidien en Écosse, c'est certain, mais en Ligue des Champions, contre Barcelone, notamment, il avait un niveau plus que correct. Il tenait largement le coup lors de grosses affiches. Donc, on se dit à partir de là, sûrement qu'en Ligue 1, il devrait y arriver. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Après, il faut voir si c'est faisable. Encore une fois, normalement, le parcours classique des joueurs qui brillent en Écosse, c'est de filer dans des gros clubs de Première Ligue juste derrière, ou des clubs moyens de Première Ligue. Ou même des petits clubs de Première Ligue. Des petits clubs de Première Ligue. Donc voilà, je ne sais pas aujourd'hui où en est la concurrence sur ce dossier. Les clubs anglais, pour le moment, n'ont pas été très très actifs dans ce mercato. Il faut voir s'ils se réveillent au mois de juillet, là, voir ce que ça va donner. Mais moi, le profil me plaît bien, oui. Est-ce que, Arnaud, c'est aussi une bonne pioche, un bon profil, parce que l'OM peut tenter ce type de pari, Moussa Dembélé, parce que derrière, il y a par exemple un Valère Germain qui peut aussi être là et puis occuper ce rôle d'attaquant. C'est pour ça, au final, que l'OM s'enlève un peu de pression. Il faut quelqu'un, c'est sûr, mais on peut prendre un peu un risque parce qu'on a un plan B qui est mieux qu'un plan B. Après, ça dépendra du système un peu qui va être adopté. J'ai vu que la tendance était vers un 4-3-3. Après, il peut y avoir aussi deux attaquants. Germain est un attaquant très complémentaire, plus qu'un attaquant seul. Donc un deuxième profil, on parlait de Giroud qui pourrait être une complémentarité. On parle de Moussa Dembélé qui pourrait l'être aussi. Je pense pas que ce soit de la trempe de Neymar, comme tu disais, par rapport à... Mais si les clubs ne se positionnent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi pas nous, dans le sens où ça serait peut-être la seconde étape de sa carrière qui pourrait l'amener plus haut. Avant l'éclosion, sachant que le projet est intéressant, le nouveau projet de l'OM est intéressant maintenant. Autre profil en attaque, c'est Nikola Kalinic. Alors là, c'est peut-être, voilà, on parlait de la complémentarité avec Germain, ça rentre tout à fait là-dessus. Il est plutôt grand, c'est un international croate, plutôt grand, très adroit de ses pieds, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un profil un peu, on va dire, c'est du Edin Dzeko accessible encore que la Fiorentina en demande 25-27 millions d'euros. Le Milan AC est sur le coup, donc il va peut-être avoir un jeu de chaise musicale avec Bacca. L'intérêt supposé de l'OM pour Kalinic, c'est pour mieux voir le dossier Bacca se décanter, tu penses, Clément? Ça peut être ça, ça peut être une simple prise de renseignements voilà, pour sonder le marché, pour voir où en sont les tarifs en Italie notamment. Voilà, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de discussion avec le joueur pour le moment, c'était vraiment une simple prise de renseignements. Et comme tu disais, voilà, c'est un joueur plutôt physique qui, pour le coup, dans le cas où tu joues à deux attaquants, serait complémentaire avec Germain, qui est plutôt petit, joueur de remise, etc. Voilà, Kalinic, c'est plutôt le déménageur à la Dzeko devant, qui n'est pas maladroit pour autant. Donc oui, pourquoi pas. C'est un joueur sur corner, par exemple, sur coup de pied arrêté, qui peut être très intéressant. Quand on est dans une équipe avec, par exemple, un Dimitri Payet, un Maxime Lopez, c'est une donnée qui compte aussi. Il faut avoir un joueur présent dans ce domaine-là. Bah surtout, comme on a vu là, avec un Payet qui pourrait évoluer sur un couloir, avec un Thauvin qui prend énormément le couloir et qui utilise un peu plus son pied droit pour centrer, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, la complémentarité avec un Germain, oui, mais on manquerait quand même de profondeur, puisque Germain, comme tu disais, est aussi un joueur qui joue beaucoup dans les pieds. Et donc à voir si à terme ça pourrait fonctionner. C'est difficile en France de ne pas avoir de joueurs offensifs avec un gros gabarit vu la taille des défenses adverses. On sait que c'est vrai qu'il y a des Yoris Gnagnon un peu de partout. Ouais. Et puis tu as Payet et Thauvin sur les côtés qui sont pas des joueurs très très performants de la tête. Valère Germain, c'est pas non plus sa spécialité. Donc il faudrait peut-être ajouter un peu de taille offensivement, faut voir. Bah, la Ligue 1, c'est pas la Ligue 1. Les attaquants qui s'en sont sortis un petit peu, tu prends Cavani, c'est quand même un joueur robuste, c'est un joueur qui a pas peur d'aller affronter les défenses. Falcao malgré tout non plus, maintenant qu'il s'est remis un petit peu de son genou. Lacazette c'est pareil, et puis au pire des cas, voilà, c'est des attaquants assez robustes. Johnny qui a flambé un petit peu, qui est un peu moins huppé. Ah oui, Steve Mounier, on regarde, ils ont tous ce point commun du physique. Ils sont tous assez robustes, donc c'est vrai que nous avec notre Germain pour l'instant en seul et NJ, c'est des joueurs assez frêles, c'est un peu délicat.
Tiens, un joueur robuste, le seul souci c'est qu'il ne joue pas attaquant, c'est Bakary Sagna. On en a beaucoup parlé en début de mercato. Là, c'est plus trop d'actualité puisque l'OM a d'autres priorités. On parlait de l'attaque, il y a aussi la défense centrale. Mais tiens, Bakary Sagna, est-ce que, je rappelle qu'il est libre après son départ, c'est 3 saisons à Manchester City. Est-ce qu'un Bakary Sagna qu'on dit aussi convoité par des clubs turcs, des clubs anglais de seconde zone, je m'excuse auprès des fans de Crystal Palace et West Bromwich Albion, est-ce que Bakary Sagna, pour vous, il faut pas attendre la mi-août pour s'intéresser au dossier ou on verra, il y a des jeunes aussi à l'Olympique de Marseille? Je suis plutôt pour attendre, on verra. Il faut déjà débloquer des dossiers qui sont prioritaires, voir combien tu dois payer ton attaquant, combien tu dois payer un éventuel nouveau milieu relayeur, un défenseur central en plus. Et après, voilà, il faut voir l'enveloppe salariale restante parce que Sagna, même s'il est libre aujourd'hui, il va même demander, s'il a un certain voilà. âge, il ne viendra pas pour des cacahuètes, à mon avis. Donc, pour moi, c'est pas une priorité. On a Sakai en latéral droit qui fait le travail. Maintenant, tu as Camara aujourd'hui qui peut dépanner à droite, qui peut même complètement jouer à droite même. Je serais plus pour si tu dois recruter à droite, recruter un jeune pas trop cher avec un salaire pas trop élevé et le faire progresser en doublure. Ouais, d'appoint parce que Bakary Sagna, il va pas quitter Manchester City pour être remplaçant d'Hiroki Sakai à l'OM, même si Hiroki Sakai fait une bonne saison. Sagna, il va pas quitter pour être. C'est un élément magique. Ce qui peut le motiver, c'est la Coupe du Monde 2018. On rappelle que derrière peut-être Djibril Sidibé, il y a toujours une place de doublure à prendre en équipe de France. C'est pas en étant doublure de Sakai à l'OM qui va y arriver. Il vient éventuellement pour être titulaire. Donc est-ce que Sagna, même un salaire raisonnable, tu le prendrais, Arnaud, à la place qui serait du coup fatalement devant Sakai dans la hiérarchie? Je suis pas forcément pour, dans le sens où déjà c'est des gros budgets, et puis on a un Sakai qui pour moi fait une très belle saison, et si Thauvin a pu faire cette saison, c'est en partie grâce à Sakai qui a dédoublé de manière constante, qui répétait les efforts, qui n'a pas baissé les bras, ouais. Qui n'a pas baissé les bras, mais qui au-delà de ça répétait énormément les efforts à haute intensité. Donc du coup, vis-à-vis de lui, déjà moi je trouve qu'il y a un fort potentiel. Il est jeune, Sakai. Oui, 26-27, ça ouais, reste voilà, mais moi je crois même, non, un peu plus 26, je crois, 25-26. je crois. Ouais, voilà, donc on est quand même dans une tranche d'âge où il y a encore de la marge de progression. Donc du coup, Sagna, non, j'en fais pas du tout une priorité. Enfin, j'en ferai pas du tout une priorité. D'accord. On passe, messieurs, au dernier dossier de cette grosse page. C'est Lucas Ocampos. Alors oui, on va se le faire chaque année. On a chaque année l'impression, à la même période de l'année, que c'est la saison de Lucas Ocampos. Une petite allumeuse, notre ami l'Argentin, puisque après, une fois que l'automne arrive, on reste un peu sur notre faim. C'est le cas, on va dire, on va utiliser cette formule pour être poli. Est-ce que vous y croyez cette fois-ci, ou est-ce qu'au final, c'est pas une manière plutôt habile de la part de Rudy Garcia pour valoriser, éventuellement vendre son joueur, plutôt que de faire comme à Lille, à Rennes, de faire un loft et du coup d'avoir ces joueurs-là à l'écart? Les joueurs dont on veut se séparer, on les garde, on les complimente au maximum, histoire d'intéresser les clubs. On a réussi à vendre Karim Rekik quand même, c'est génial, non? Il y a peut-être un peu de ça, il y a aussi le fait que les internationaux n'étaient toujours pas revenus, donc il fallait du nombre dans le groupe de préparation. Peut-être que Rudy Garcia tout simplement voulait voir ce qu'il vaut, puisqu'il n'a pas eu l'occasion lui de le coacher ou de le voir à l'entraînement. Après moi personnellement non, je crois pas vraiment en Lucas Ocampos. Là on le voit à l'aise contre des équipes qui sont quand même très faibles. Voilà, il arrive sur les matchs amicaux, il arrive à briller parce que techniquement ça reste un joueur à l'aise, c'est relatif, il marque des buts en touchant 2 fois le ballon à la réception d'un coup franc mais non, moi c'est vraiment pas un joueur sur lequel je miserais. Je trouve qu'il a pas assez d'intelligence de jeu, beaucoup trop irrégulier, il fait souvent les mauvais choix. Non. Même avis du côté de... Tu as parlé d'allumeuse, mais pour moi c'est exactement ça, c'est un joueur bling-bling un peu. On le voit avec le casque, on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Il a la même image sur un terrain pour moi. C'est vrai, c'est des fois un bon indice et ça n'indique rien de bon pour la signature à ce moment-là d'Adil Rami, parce que là aussi on est servi entre Adil Rami et Patrice Evra. Niveau réseaux sociaux à l'Olympique de Marseille, on va être blindés. C'est l'heure pour nous, messieurs, de passer au pourquoi pas nous.